Vous savez, il y a des événements comme ça, des dates qui font basculer l'histoire. Ils ne détruisent pas seulement des murs, ils pulvérisent des certitudes. Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre d'une violence absolument inouïe frappe Lisbonne, qui était alors la capitale d'un empire mondial. Mais cette catastrophe ne va pas juste raser une ville, non, elle va ébranler les fondations même de la pensée européenne, de la philosophie jusqu'à la science. Alors, ensemble, on va décortiquer ce séisme qui a, littéralement, changé le monde. Alors, pour bien comprendre l'impact de cet événement, notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va revivre ensemble cette matinée tragique. Ensuite, on va prendre la mesure de la triple catastrophe qui s'est abattue sur la ville. Puis, on va analyser la réponse politique incroyablement pragmatique du marquis de Pombal. On verra aussi comment ce désastre a provoqué un véritable séisme dans les esprits des philosophes des Lumières. Et enfin, on découvrira comment, paradoxalement, cette tragédie a donné naissance à la sismologie moderne. Allez, on se plonge dans l'ambiance. On est à Lisbonne, au milieu du XVIIIe siècle. C'est une capitale riche, puissante, au cœur d'un empire colonial immense. Mais en ce matin de fête, la ville ignore complètement qu'elle est en train de vivre ses toutes dernières heures de splendeur. La date est vraiment cruciale. Le 1er novembre. Ce n'est pas une date anodine, loin de là. C'est un jour de très grande importance religieuse, dans un Portugal qui est profondément catholique. C'est le jour de la Toussaint. Alors imaginez la scène. Les églises de la ville, somptueuses, décorées avec l'or du Brésil, sont pleines à craquer. Les familles sont réunies pour la messe. Des milliers de bougies, de cierges sont allumées partout. L'ambiance est au recueillement, à la dévotion. Personne, absolument personne, ne se doute que ces lieux sacrés sont sur le point de devenir des tombeaux. Et puis, à 9h40, l'impensable se produit. La terre se met à trembler avec une violence inouïe. Les témoignages de l'époque parlent de 3 secousses terribles en une dizaine de minutes. Le sol s'ouvre littéralement, avec des fissures de 5 mètres de large. Les survivants, complètement paniqués, courent vers les quais du Tage, pensant que c'est l'endroit le plus sûr. Et là, ils assistent à un spectacle terrifiant. La mer se retire d'un coup, comme si on la vidait. Moins d'1 heure après, un tsunami gigantesque déferle sur la ville. On parle de vagues de 5 à 15 mètres de haut. Pour se faire une idée, c'est un immeuble de 5 étages qui s'abat sur le port. Et ce n'est pas fini. Les bougies dans les églises, les feux dans les cheminées, tout ça déclenche des incendies partout. Des brasiers incontrôlables qui vont dévorer les ruines pendant 5 jours. La ville est prise au piège, entre la terre, l'eau et le feu. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un tremblement de terre. C'est une cascade de catastrophes, une réaction en chaîne qui va littéralement anéantir l'une des plus grandes villes d'Europe. L'ampleur de la destruction, elle dépasse l'imagination. Aujourd'hui, on estime la magnitude du séisme entre 8,5 et 9. Pour vous donner une comparaison moderne, c'est une puissance comparable à celle du séisme de 2011 au Japon, celui qui a provoqué la catastrophe de Fukushima. C'est tout simplement l'un des plus puissants séismes jamais enregistrés. Son épicentre était dans l'Atlantique, à 200 km des côtes, ce qui explique la violence du tsunami qui a suivi. Le bilan humain direct est effroyable. On parle de 50 000 à 70 000 morts rien qu'à Lisbonne, pour une population de 275 000 habitants à l'époque. Et si on ajoute les victimes des incendies, des maladies et celles du tsunami qui a frappé jusqu'au Maroc, le bilan total pourrait bien dépasser les 100 000 morts. C'est une véritable hécatombe. La destruction matérielle, elle, est quasi totale. Il faut imaginer ça, 85% des bâtiments de Lisbonne sont anéantis. Le cœur de la capitale, si vibrant, n'est plus qu'un immense champ de ruines fumantes. 1/4 de la population de la ville périt en l'espace de quelques heures. C'est une cité rayée de la carte, tout simplement. Et au-delà des vies perdues, c'est un trésor culturel et historique inestimable qui part en fumée. Le palais royal, au bord du Tage, détruit. Avec lui, la bibliothèque royale et ses 70 000 livres. Des centaines de tableaux de maîtres comme Titian ou Rubens, perdus à jamais. Les archives des grandes explorations de Vasco de Gama, la mémoire vive de l'Empire portugais, disparues. Les plus belles églises, la cathédrale, le plus grand hôpital du monde à cette époque, tout est anéanti. C'est toute une civilisation qui s'effondre. Au milieu de ce chaos absolu, un homme va émerger. Un homme dont le pragmatisme et la poigne de fer vont non seulement sauver ce qui peut l'être, mais surtout jeter les bases d'une Lisbonne complètement nouvelle. Cet homme, c'est le Premier ministre du roi, Sebastião de Melo, qu'on connaîtra mieux sous son futur titre, le marquis de Pombal. Cette phrase, qui lui est attribuée, résume absolument tout son état d'esprit. Face à l'horreur, il n'y a pas de place pour les lamentations ou les débats théologiques. L'urgence, c'est l'action. Une action rapide, efficace et parfois très brutale. On assiste en fait à la naissance de la gestion de crise moderne.
Pombal organise les secours immédiatement, il envoie des équipes éteindre les incendies. Il prend une décision terrible mais nécessaire. Pour éviter les épidémies, les milliers de corps qui jonchent les rues sont chargés sur des bateaux et immergés au large, ce qui va à l'encontre de tous les principes de l'Église. Face aux pilleurs, sa réponse est implacable. Il fait ériger des potences et exécute publiquement une trentaine de personnes pour l'exemple. Il fait encercler la ville par l'armée pour forcer les survivants à participer au déblayement. Et chose incroyable, moins d'1 an après, la reconstruction a déjà commencé. Dégâts, c'est là que ça devient fascinant. Pombal ne veut pas juste reconstruire, il veut reconstruire mieux. Il engage des ingénieurs qui vont inventer la cache pombaline. C'est quoi? C'est une sorte de squelette en bois, une armature flexible qu'on intègre directement dans les murs en pierre. L'idée, c'est de créer des bâtiments capables de bouger, d'absorber l'énergie du séisme, plutôt que de s'y opposer et de se briser. Pour tester le concept, on raconte même que des soldats ont marché au pas cadencé autour de maquettes pour simuler les vibrations. C'est l'une des toutes premières formes d'ingénierie antisismique. Lisbonne est devenue par la force des choses un laboratoire à ciel ouvert. Mais l'onde de choc, elle n'est pas que sismique. Elle est surtout intellectuelle. La nouvelle du désastre se propage à travers l'aurore des Lumières et frappe les esprits comme un coup de tonnerre. La catastrophe de Lisbonne va secouer les certitudes philosophiques et religieuses de tout un siècle. Voilà la question qui hante tout le monde. Pourquoi Lisbonne? Une capitale si pieuse, frappée le jour de la Toussaint, pendant que les gens prient dans des églises qui s'effondrent sur eux. Comment on peut concilier l'idée d'un Dieu bon et tout-puissant avec une telle horreur, une souffrance qui semble totalement aveugle et absurde? La théologie traditionnelle, là, elle n'a plus de réponse. Il faut savoir qu'avant 1755, la philosophie dominante, c'était l'optimisme de Leibniz. L'idée que, en gros, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles et que le mal n'est qu'un détail nécessaire à l'harmonie du plan divin. Le séisme de Lisbonne fait voler cette vision en éclats. Pour Voltaire, cette catastrophe est la preuve ultime que le mal est arbitraire, absurde et qu'il n'a aucun plan divin là derrière. Il va ridiculiser cet optimisme dans son conte philosophique Candide, où le personnage de Pangloss continue de répéter que tout est pour le mieux au milieu des ruines. Un autre grand philosophe, Emmanuel Kant, va être complètement fasciné par l'événement. Pour lui, le séisme de Lisbonne est l'illustration parfaite d'un concept philosophique qu'il développe, le sublime. Le sublime, c'est ce sentiment étrange, un mélange de terreur et de fascination qu'on ressent face à la puissance écrasante de la nature. C'est quand on prend conscience de notre propre petitesse face à des forces qui nous dépassent. Le séisme n'est plus vu comme une punition divine, mais comme une manifestation terrible et grandiose des lois de la nature. Et ce changement de perspective, cette idée de chercher des explications naturelles plutôt que divines, eh bien ça va ouvrir un tout nouveau champ de connaissances. La réponse très pragmatique au désastre de Lisbonne va, sans le savoir, poser les fondations d'une science toute neuve, la sismologie. C'est encore le marquis de Pombal qui est à l'origine de cette révolution. Au lieu de se contenter de prier, il lance ce qu'on peut considérer comme la toute première enquête scientifique sur un séisme. Il envoie un questionnaire super détaillé à toutes les paroisses du Portugal et il pose des questions d'une modernité folle. Combien de temps a duré la secousse? Combien de répliques? Le tremblement semblait venir de quelle direction? Est-ce que les animaux se sont comportés bizarrement avant? Qu'est-il arrivé au niveau de l'eau, dans les puits? C'est une collecte de données systématique, une approche basée sur des faits pour essayer de comprendre le phénomène. Les réponses à cette enquête sont encore conservées aujourd'hui, et elles ont permis aux scientifiques de reconstituer l'événement. En même temps, en Allemagne, le jeune Kant ne fait pas que philosopher. Il rassemble toutes les infos qu'il peut trouver, et il publie des textes où il essaie de formuler une théorie sur les causes des séismes. Il imagine d'immenses cavernes souterraines remplies de gaz chaud. Bon, sa théorie est fausse, évidemment, mais la démarche est révolutionnaire. C'est l'une des premières fois qu'on essaie d'expliquer un tremblement de terre par un processus purement naturel et non par la colère de Dieu. C'est la naissance de la géologie et de la sismologie en tant que science. Alors, en résumé, l'héritage du séisme de Lisbonne est juste immense. Sur le plan architectural, il a créé une ville modèle, ordonnée et antisismique. Sur le plan politique, il a renforcé le pouvoir du marquis de Pombal. Sur le plan philosophique, il a mis un point final à l'optimisme un peu naïf et a forcé les penseurs à se confronter à la question du mal. Et sur le plan scientifique, il a transformé les séismes. De colère divine, ils sont devenus des objets d'étude, jetant les bases de la sismologie. En fait, il a changé notre façon de voir les catastrophes. Au final, la tragédie de Lisbonne nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne encore très fort aujourd'hui. Comment un événement d'une destruction aussi absolue peut-il, paradoxalement, devenir une source de progrès, de reconstruction et d'innovation? Comment le chaos peut-il engendrer un nouvel ordre, non seulement dans les rues d'une ville, mais aussi dans les esprits? C'est peut-être ça, la grande leçon de 1755. Parfois, il faut que le sol se dérobe sous nos pieds pour nous forcer à regarder le monde et nous-mêmes d'une manière entièrement nouvelle.